Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur School TV pour démarrer cette nouvelle saison. Cette année encore, on va continuer avec nos invités à se questionner sur l'avenir de nos enfants face aux enjeux économiques, sociétaux, climatiques. Quelle réponse doit apporter l'école? On en débattra tout au long de l'année dans cette émission. Et pour démarrer, voici le sommaire du jour. C'est censé être une journée où l'on repart sur de bonnes bases, où on a envie d'être optimiste. Et pourtant, cette rentrée scolaire a un goût un peu amer. Pénurie de profs, éducation nationale sous tension, hausse des prix. Alors comment donner de l'espoir à nos enfants dans ces conditions? On en débat dans un instant. Justement, le moral de nos enfants, parlons-en, c'est une priorité en cette rentrée. Le pédopsychiatre Patrice Huer sera avec nous pour nous donner tous ses conseils. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Mickaël Dorian pour sa chronique Quoi de neuf sur les réseaux. Aujourd'hui, il nous emmène dans les Vosges où la fermeture d'un collège a provoqué la colère des internautes sur les réseaux sociaux. Mickaël Dorian qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie. Ravi de vous retrouver. Pareil. L'été s'est bien passé. Super, vous aussi. Parfait, en pleine forme pour la rentrée. Et bien justement, parlons-en de cette rentrée. On commence avec Elisabeth Borne, invitée de France Inter ce matin. Interrogée sur la rentrée des classes, évidemment, la Première ministre s'est exprimée sur le manque d'attractivité du métier d'enseignant et sur les difficultés liées au recrutement dans l'éducation nationale. On l'écoute. Satisfait pas qu'il y ait des problèmes d'attractivité, de recrutement dans certaines académies, dans certaines disciplines. Et évidemment, c'est pour ça que, dans le cadre de ce qui avait été annoncé par le président de la République, on veut redonner de l'attractivité au métier d'enseignant. Mais ça passe par des enjeux de rémunération. On a annoncé qu'il y aurait une revalorisation de 10% inconditionnel, si je peux dire, du salaire des enseignants, puis qu'une discussion allait aussi s'engager pour une autre augmentation, une augmentation supplémentaire du salaire des enseignants. Mais il n'y a pas que la rémunération. Je pense qu'il y a un enjeu de sens du métier d'enseignant. Elisabeth Borne qui faisait ce matin sa rentrée avec Pap Ndiaye dans la Somme. La Première ministre et le ministre de l'Éducation nationale ont d'abord visité ce matin un collège d'Erennes. Ils se sont ensuite rendus en début d'après-midi dans une école élémentaire d'Amiens. Les remontées des rectorats nous laissent penser que la rentrée se passe dans de bonnes conditions, a déclaré Pap Ndiaye, qui a également promis qu'un bilan de la rentrée serait établi en début de semaine prochaine. Pap Ndiaye qui a aussi reconnu cette semaine qu'il pourrait y avoir des difficultés du point de vue des remplacements. Le ministre de l'Éducation qui, je vous le rappelle, disait jusque-là qu'il n'y aurait pas de problème et qu'il y aurait bien un enseignant devant chaque élève. Cette semaine, sur RTL, il a en effet avoué que les difficultés de remplacement au cours de l'année scolaire seraient certainement plus importantes cette année. On l'écoute. On va avoir des tensions dans certaines disciplines du second degré, c'est vrai, du point de vue des remplacements. Scientifiques, la physique. La physique-chimie, la technologie, des disciplines aussi des lycées professionnels, celles qui sont les plus en tension avec le marché du travail en général, il faut le reconnaître. Et nous allons faire au mieux tout au long de l'année, tout en veillant et en s'organisant pour que les concours de recrutement aient un meilleur rendement avec donc la revalorisation du métier d'enseignant, puisque c'est la clé finalement. Le président de la République s'est adressé aussi aux 12 millions d'écoliers qui faisaient leur rentrée ce matin. Emmanuel Macron qui a pris la parole sur TikTok et sur Instagram dans un but bien précis, sensibiliser les élèves contre le harcèlement scolaire. Dans cette vidéo, il appelle les enfants victimes de harcèlement à en parler autour d'eux. Regardez. Je ne veux pas accepter, pas plus que vous, que cette rentrée scolaire de demain, ce soit synonyme de calvaire. Que pour beaucoup trop d'entre vous, près d'1 million, nous disent les chiffres, qui ont à subir ce harcèlement scolaire, que pour près d'1 million d'entre vous, reprendre l'école signifie retrouver ces injustices, cette violence au quotidien et une vie impossible. Alors face à cela, j'ai vu beaucoup d'entre vous reçu des lettres, je me souviens des témoignages de Nelson, Anissa, Hugo et tant d'autres. Nous agissons avec l'ensemble de vos professeurs et toutes celles et ceux qui chaque jour font le nécessaire pour vous éduquer. Les conseillers d'éducation, les directrices et directeurs d'établissements, en les formant d'abord, pour détecter et accompagner.
Et bien entendu, on consacrera une émission entière sur le harcèlement scolaire. On en parlera plusieurs fois, évidemment, dans le Grand JT de l'Éducation. Alors, dans le reste de l'actualité, le cri d'alarme d'un professeur qui dénonce la montée de l'islamisme à l'école. Contraint à l'anonymat, celui qui se fait appeler Laurent Valogne était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1, co-auteur du livre « Ces petits renoncements qui tuent », dans lequel il affirme que n'importe qui aujourd'hui pourrait terminer en fait divers tragique à la manière de Samuel Paty. Écoutez, j'ose croire, donc précaution oratoire, j'ose croire que les instances académiques et surtout institutionnelles ont pris la mesure de la gravité. Mais votre conviction profonde, quelle est-elle ? Je pense que maintenant, alors très honnêtement, et je pense que ça fait un effet d'électrochoc. Je pense que c'est un tournant. Il y aura un avant, un après. Et que maintenant, il y a certains tabous qui sont levés très clairement, et qu'on a des discussions très claires autour de cette problématique en salle des professeurs. Donc ma conviction profonde, c'est que je pense qu'on serait beaucoup plus prudent. Merci beaucoup, Mickaël. Pénurie de professeurs, hausse de prix, enjeux climatiques, harcèlement, violence. Peut-on vraiment aborder la rentrée sereinement cette année ? Quels sont les enjeux majeurs, justement, de cette rentrée ? On en parle tout de suite, c'est la question du jour. Eh bien, pour en parler, je suis ravie d'accueillir Carl Olive. Bonjour, vous êtes Bonjour. Député Renaissance des Yvelines. Et face à vous également, ravie de vous accueillir Paul Vanier. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député de la France Insoumise NUPES du Val d'Oise. Merci d'être là tous les deux parce que la rentrée, c'est un jour clé. La rentrée est particulièrement chargée. Chaque année, on le dit, chaque année, c'est la même chose. Mais là, pour le coup, cette rentrée est quand même assez particulière. Souvent, on dit que c'est synonyme de renouveau, d'optimisme pour nos enfants. À chaque fois, on les emmène à l'école, on se dit allez, ça va être génial, tu vas retrouver tes copains, tu vas apprendre plein de choses, etc. Mais là, j'avoue, avec toute la rédaction et puis tous ceux qui m'entourent, difficile d'être optimiste lorsqu'on écoute, en tout cas celui ou celle qui nous dirige, écoutez le président de la République, les mots sont forts, la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance, la première ministre, le rationnement. C'est des mots qui impactent aussi bien, évidemment, j'imagine, vous, qui représentez la République, la France, mais aussi tous les Français, les parents de manière générale. Juste une réaction de manière générale sur cette rentrée et ces mots qui ont été dits, qui ont été forts. Alors vous, du côté Renaissance, j'imagine que vous soutenez la situation, mais quel est votre sentiment ? D'abord que ce matin, j'ai accompagné, comme je le fais chaque année, mon troisième garçon, qui a 9 ans, qui entre en CM2, et puis l'occasion de discuter avec les enseignants, les parents d'élèves de la 12e circonscription des Yvelines, constater que nos 12 millions d'élèves dans notre beau pays ont fait leur rentrée, autour des 850 000 enseignants, et tout n'a pas été parfait évidemment, mais ça s'est, je dirais, presque mieux passé que ce qu'on pouvait imaginer, ce qu'on a pu entendre, et je trouve que ça c'était plutôt plaisant. Et après, vous avez raison, Mme Guillaume, ce qui s'est passé ce matin, c'est ce que vous avez connu quand vous étiez peut-être gamine et qu'on a connu nous avec M. Magnier quand on l'était également. On ne fait pas les vieux, les anciens, mais c'est qu'on est heureux de se retrouver avec les copains, avec les copines, ce qui s'est passé, et maintenant c'est le top départ dans l'ensemble des écoles de France. Tout ça c'est formidable. Mais c'est quand même, moi je veux rebondir quand même sur les mots qui ont été dits, qui sont très impactants vraiment pour une rentrée. Enfin, je ne peux pas dire clairement, on ne passe pas à côté, qu'on soit parent, enfant, prof, instituteur, mais infirmier, agriculteur, peu importe, chef d'entreprise. Ces mots-là, fin de l'abondance, fin de l'insouciance, rationnement, une réaction par rapport à ça, Paul Vanier ? La réaction, c'est que pour des millions de Français, la fin de l'abondance, ça fait longtemps qu'elle est le quotidien. Il y a 10 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a 8 millions de Français qui ont besoin de l'aide alimentaire pour se nourrir. Et quand je parle de ces Français, je parle aussi d'enfants et d'élèves. Il y a 3 millions d'élèves qui sont frappés par la pauvreté dans notre système éducatif, et il faut trouver des réponses. L'école, elle a un rôle social aussi à assumer, à apporter pour garantir la réussite éducative de ces élèves. Parler d'école, c'est parler de cantine scolaire, par exemple, d'accès à la cantine. Et on va en parler, évidemment. Et la possibilité pour des enfants d'être nourris avec un repas équilibré. Et ce repas, il est aussi la condition de la concentration en classe, de la réussite éducative. Donc moi j'ai trouvé ces mots gênants parce qu'ils m'apparaissaient être l'expression d'une déconnexion de la part du président de la République qui me paraît très éloignée de la réalité quotidienne que vivent les Français, encore une fois, depuis longtemps. Et le service public d'éducation, lui, il connaît la pénurie
pour le coup. Il connaît les difficultés budgétaires, de personnel, on va en parler, j'imagine, en cette rentrée. La situation est difficile depuis longtemps à l'école et dans le pays. Je cite Natacha Polony dans Marianne. On a envie de demander à ce président amateur de jet ski à quel moment les Français lui ont semblé insouciants et gavés. Je pense qu'on a un discours de vérité à avoir. Quand on parle de fin d'abondance, c'est que le quoi qu'il en coûte, il n'y a pas un pays en Europe qui a été autant protégé que le nôtre, c'est bien de pouvoir le rappeler, et qu'à un moment donné, c'est pas un puissant fond, il n'y a pas d'argent magique, on va peut-être y revenir, et que ce discours de vérité fait qu'il va falloir tous effectivement se retrousser les manches. Pour autant, on a un pilier, le pilier qui est l'éducation, et plus que jamais, on a concentré nos efforts sur l'éducation nationale, et dans l'éducation nationale, on pense évidemment à nos enfants, et je crois pouvoir dire que c'est effectivement le cas. Je rejoins ce que dit M. Vanier, on n'est pas toujours d'accord sur le sujet. Il y a une dégradation du système de l'école, du premier, du second degré. Ça ne date pas d'hier. Ça fait des années et on pourrait prendre la même chose sur le système de sécurité. Donc on a des choses à mettre en place que nous n'aurions pas entendues si rien n'avait été décidé. Donc il y a un discours le quoi qu'il en coûte, finalement, on n'aurait pas dû aller jusque-là ? Bien sûr qu'il fallait aller jusque-là. Sauf qu'aujourd'hui, on va peut-être passer d'un assistanat qui était un assistanat nécessaire et obligé à un accompagnement qui doit être lucide et réaliste. Alors on parle de la hausse des prix justement et de l'inflation, une inflation absolument record partout. Les Français sont étranglés. Vous le dites aussi bien d'ailleurs tous les deux, que les Français ne sont pas étranglés que cette année. Il était déjà avant, donc là c'est vraiment le couvercle qui chauffe et que ça devient dramatique. Une inflation qui se répercute mathématiquement, évidemment, sur le porte-monnaie des familles et notamment sur les fournitures scolaires. Comment faire aujourd'hui pour qu'une famille s'en sorte à l'école pour une rentrée ? Vous avez combien d'enfants ? 3 enfants ? Oui. Comment on fait ? Bon, j'ai 3 garçons de 26, 22 et 9 ans, donc je pense vous avez aussi payé les fournitures scolaires avant, j'imagine. Bien sûr. Après, je pense qu'il faut que nous soyons très pragmatiques et de bon sens. Et je vais vous donner un exemple très pragmatique qui est celui que j'ai mis en place à Poissy en 2014 et qui se poursuit justement aujourd'hui. Parce que vous étiez maire de Poissy. Parce que j'étais maire de Poissy, exactement. Ouais. On a mis en place l'aide à toutes les familles sans condition de ressources à chaque rentrée scolaire pour, entre guillemets, offrir à nos enfants, quels qu'ils soient, la pochette scolaire qui est d'un montant de 20 euros. Il y a les manuels, il y a quoi ? Alors, il y a tout le matériel, les ciseaux, les règles, les stylos. C'est une préliste qui est validée par les enseignants. C'est pas le fait des élus. C'est une préliste qui est validée par les enseignants sur le site de l'éducation nationale. Mais c'est les fournitures, mais pas les manuels scolaires. C'est les fournitures et pas les manuels scolaires. Mais ça représente une somme. C'est entre 10 et 20 000 euros chaque année pour la collectivité qui fait aujourd'hui 40 000 habitants. Et derrière, on est sur le cercle vertueux de l'économie locale, puisque j'ai exigé que dans les appels d'offres, on puisse faire travailler les entreprises locales. Ça va dans le bon sens. Alors moi, je suis ravi d'entendre le ministre du Logement et de la Ville insister sur le fait que l'an prochain, à la rentrée 2023, il souhaiterait que l'ensemble de nos élèves puissent bénéficier de ces pochettes scolaires, parce qu'effectivement, on n'est pas tous égales sur le niveau de ressources et le niveau de moyens qu'on peut apporter lorsqu'on est père de famille. On peut arriver à la gratuité, selon vous, Paul Vanier ? Il la faut. Vous recommandez ? Oui, mais notre Constitution dit que l'école est gratuite. Or, en vérité, elle ne l'est pas, puisque le coût de la scolarité d'un enfant pour une famille va en moyenne de 500 € par an pour un enfant en maternelle jusqu'à 1 250 € par an pour un lycéen de la voie professionnelle. Ce sont des coûts qui sont considérables et qui pèsent d'autant plus que les familles ont des moyens modestes. Et donc, nous considérons, que c'est à l'État, à la République, de tenir sa promesse. Il y a certes des collectivités qui font le maximum. Il y a des mairies, des départements, des régions qui vont fournir parfois un kit gratuit, parfois les manuels, parfois une tarification sociale, par exemple, à la cantine. Mais nous ne nous satisfaisons pas, nous, de cette hétérogénéité de situation qui fait qu'un élève, en fonction de son territoire de scolarisation, ne va pas être placé dans les mêmes conditions qu'un autre qui disposerait de politiques plus dynamiques et plus positives ailleurs. Et donc nous avons proposé, j'ai déposé avec 105 députés de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, pas plus tard que le 30 août dernier, il y a 48 heures, 72 heures, une proposition de loi pour instaurer la gratuité réelle de l'éducation. Gratuité réelle, c'est gratuité des fournitures scolaires,
de la cantine scolaire, des transports scolaires, du périscolaire et des sorties scolaires. Ça fait 7,9 milliards d'euros. Qui va payer ça? C'est une dépense qui est importante, mais nous, vous le savez, durant la campagne présidentielle et législative, nous avons chiffré notre programme. Et nous portons notamment une réforme fiscale avec notamment une augmentation de l'impôt qui pèserait sur les plus grandes entreprises. Je fais une parenthèse, la situation est dure pour les grandes entreprises, elle est florissante. Hein. On voit que les entreprises du CAC 40 versent des dividendes records, avec des niveaux de dividendes versés qui sont historiques dans l'histoire de cet indice boursier. Donc il y a là des ressources. Nous défendons le retour de l'impôt de solidarité sur la fortune. Donc nous avons proposé une piste et des moyens pour financer cette mesure. J'entends ce que dit le ministre de la Ville. 7,9 milliards, vous avez raison. C'est quand même une somme. C'est une somme. Est-ce qu'on arriverait, avec davantage d'impôts, à pouvoir pallier Je le crois, et je crois que ce serait surtout tenir cette promesse, qui est la condition, je le disais, de l'égalité d'accès et de traitement de tous les élèves, mais qui est aussi la condition de la réussite éducative. Et si on veut, et notre pays, je crois, en a besoin, investir dans notre éducation, dans notre jeunesse, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons que de la matière grise en France. Je crois que c'est une priorité à l'heure du défi climatique. Il faut élever le niveau de qualification de centaines de milliers de jeunes. Il faut des techniciens, il faut des ingénieurs, il faut dans l'agriculture des centaines de milliers d'emplois et des jeunes formés à de nouvelles méthodes agricoles. C'est le service public de l'éducation qui peut relever ces défis. Et donc, nous devons investir. C'est la gratuité dont vous parlez, plus le niveau. Mais le service public d'éducation ne peut fonctionner que s'il garantit l'égalité d'accès et de traitement de tous les élèves. Et c'est la vocation de cette proposition de loi que de dessiner un chemin pour y parvenir, et puis aussi de participer d'un débat, parce que je veux m'arrêter sur ce qu'a dit le ministre de la Ville. Je trouve que c'est un premier pas, et je lui dis chiche, allons dans cette discussion il propose, lui, de faire la gratuité, si j'ai bien compris, des fournitures scolaires dans les quartiers politiques de la ville. Nous pensons que c'est dans l'ensemble du pays qu'il faudrait le faire. Mais c'est un débat intéressant qui nous renvoie à un des fondamentaux de l'école de la République. Je rappelle que si l'école est gratuite, c'est parce qu'elle est obligatoire. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel, c'est dans le préambule de la Constitution. Une réaction, Carl Olive. Juste de dire que l'approche qui est la nôtre est différente. On ne souhaite pas augmenter les impôts et on souhaite contenir les finances publiques. D'ailleurs, je me permets juste de faire une parenthèse, c'est qu'il y a eu le gel justement des hausses tarifaires par rapport aux fournitures dans plusieurs régions, notamment la région dans laquelle nous sommes ici, l'Île-de-France, où Valérie Pécresse a décidé le gel, effectivement. Rappelons que la région Île-de-France est concernée par les lycées, pas par les collèges, puisque ce sont les départements, et les écoles, ce sont effectivement les collectivités. Mais chacun doit apporter encore une fois sa contribution. Pas d'augmentation d'impôts, ça c'est la boussole, et le fait de respecter les finances publiques. Évidemment qu'on est tous pour être dans un idéal, y compris dans l'idéal de M. Ferry sur l'école gratuite, sur le fait que tout soit parfait, etc. Moi, j'investirais beaucoup plus, par exemple, sur le dédoublement des classes. Attendez, pardon, je rebondis. Ce que vous dit M. Vanier, vous pensez que c'est utopique ? Je ne dis pas que c'est utopique, c'est que je pense qu'il n'y a pas d'argent magique et que quand une dépense est occasionnée, il faut en face la recette qui va bien. Et je vous donne un exemple précis. Mes prédécesseurs, la sensibilité politique de M. Vanier, avant que je n'arrive à la mairie, on a eu des dépenses qui ont doublé par rapport aux recettes. On a eu 15 points de fiscalité supplémentaire en moins de 6 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y avait effectivement cette idée de dire on dépense, on n'investit pas, on n'investit pas 500 000 euros sur un budget de 100 millions d'euros, voilà. Et à l'arrivée, ça a été une catastrophe. Alors pour les caisses de l'État, je l'imagine, mais enfin c'est un peu comme le quoi qu'il en coûte, qui a été fait après le Covid. Mais en revanche, sur l'impact sur l'éducation, sur l'école, est-ce qu'il y a eu un impact positif ? Parce que la question se pose forcément. C'est-à-dire ? Est-ce que le fait de dépenser de l'argent, en l'occurrence pour l'éducation, dans le département, est-ce que ça a eu un impact réel sur l'école ? Moi, je pense qu'il nous faut évidemment avoir des exemples concrets. Alors, vous parliez tout à l'heure de ce que peut apporter la région avec Mme Pécresse. Le département des Yvelines, par exemple, va, et ça a été le cas aujourd'hui, doter l'ensemble des collèges de tablettes. La région Île-de-France va faire la même chose pour les lycées. Certaines collectivités, c'est le cas à Poissy, vont aussi abonder pour l'investissement sur ce qu'on appelle des TNI, des tableaux numériques interactifs, sur le fait qu'on ait un cartable qui soit moins lourd pour nos élèves. Ça, c'est des choses concrètes. Et puis sur le défi environnemental, parce que je rejoins ce que disait M. Vanier sur ce défi environnemental, investissons massivement pour qu'on arrête ces passoires thermiques que nous connaissons sur les bâtiments publics. À Poissy, par exemple, première ville de France, avons mis en place des ombrières, c'est-à-dire, somme toute, des volets qui nous permettent de ne plus utiliser la climatisation et de réduire de 4 degrés quasiment l'été quand il fait très chaud. Ça va dans le sens de
que je crois nous pouvons tous partager, alors ici, mais aussi sur les bancs d'hémicycle. On parle des problèmes climatiques, je rebondis aussi dessus. Forcément, on a peur avec l'augmentation du prix de l'électricité. On peut craindre des classes refroidies, entre guillemets, cet hiver. On peut craindre le froid dans les classes, dans les collèges, les lycées. C'est possible. J'ai vu qu'un maire, par exemple, annonçait qu'il ne paierait pas les factures d'électricité puisque son fournisseur annonce qu'elles s'envoleront. Mais cela renvoie à cette question de l'organisation de l'éducation nationale. Je le redis, les collectivités ont un rôle à jouer, mais les plus petites sont affaiblies. Elles font face à des difficultés budgétaires et elles sont en difficulté pour mettre en œuvre des politiques qui viennent soutenir les familles et notamment des politiques de tarification sociale. Je donne un chiffre. Dans les communes de moins de 1000 habitants, seuls 10% d'entre elles mettent en place une tarification sociale à la cantine. Et c'est vrai que cette tarification, on va la retrouver dans des collectivités plus importantes. Certaines régions, les plus riches d'entre elles, peuvent les proposer, par exemple. Mais on se retrouve de ce fait dans une situation très hétérogène, très inégalitaire, qui place beaucoup de familles en grande difficulté. Ça n'est pas la première rentrée où ces difficultés apparaissent, mais cette année, la FCPE nous dit par exemple que les fournitures scolaires augmentent de 10 à 40%. Oui. L'AMF nous dit que le tarif des cantines va augmenter de 5 à 10%, et la presse rapporte que dans certaines communes, en Ile-de-France par exemple, les tarifs augmentent de 25%. Vous avez des familles qui déclarent pour 86% d'entre elles être en difficulté dans le second degré pour acheter des fournitures scolaires. Vous avez des familles, et moi j'ai enseigné pendant 10 ans, c'est une expérience que j'ai pu connaître. J'ai accompli ce magnifique métier et je retournerai en classe un jour plus tard. Mais il y a des familles qui renoncent à des sorties scolaires parce que quand on demande 15 euros ou 20 euros ou 30 euros, pour certaines d'entre elles, ça n'est pas possible. Et donc là, il y a une inégalité d'accès pour des élèves au savoir, à l'éducation, à laquelle je crois nous devons répondre. C'est notre tâche, nous, responsables politiques. Alors, je crois que le débat n'est pas utopie ou réalisme, je crois qu'il est en termes d'objectifs. Et nous disons qu'il n'y a peut-être pas d'argent magique. J'ai décrit un chemin, c'est un débat politique, de savoir où on va chercher des recettes. Il y a un chemin qui est proposé. Avec les grands patrons dont vous parliez tout à l'heure, vous avez rencontré des patrons qui vous disent oui, vous avez raison, effectivement, les dividendes sont importants et nous devons aussi faire cet effort-là. Le dialogue se fait avec qui? Non, moi je ne les ai pas rencontrés dans la préparation de cette proposition de loi. Cette proposition-là, je l'ai préparée en auditionnant à l'Assemblée nationale des fédérations de parents d'élèves, des collectifs d'AESH, d'ATSEM, des syndicats d'enseignants qui nous ont alertés dès le mois de juillet, dès le mois d'août sur les conditions. Très bien. Mais les grands patrons, ceux qui sont susceptibles justement de verser cet argent dont vous parlez. Mais moi, je suis tout à fait prêt à ouvrir le débat avec eux. D'ailleurs, je crois que on peut avoir un débat sur la place de l'entreprise à l'école. Moi, je crois que cette place doit être limitée au strict minimum. Je pourrais développer ce point. Mais notre pays et notre économie, si je veux le prendre sous cet angle, a encore une fois un besoin fondamental de voir son service public d'éducation assumer la tâche de qualification, d'élévation du niveau de qualification de la jeunesse qui se présente dans nos écoles. Donc ce que je décris, c'est une politique d'intérêt général, une politique de solidarité, mais qui remplit des objectifs qui sont les grands défis de la nation pour demain. La bifurcation écologique, mais le défi de la citoyenneté qui va avec, et de notre démocratie qui est en crise, et l'école construit des citoyens. C'est aussi un sujet, un enjeu, de même que l'épanouissement personnel des individus est une tâche noble, magnifique, que l'école doit assumer. Donc pour ça, il faut non pas seulement des moyens, vous avez raison, ce serait réducteur de limiter le débat à cette question des moyens, il faut aussi il faut les trouver, mais il faut aussi dessiner un cap. On peut y revenir. Moi, c'est ce que je reproche aussi au nouveau ministre. Je ne l'ai pas entendu dessiner le cap de sa politique. Vers quels objectifs éducatifs veut-il emmener le pays? Aujourd'hui, il n'a pas répondu à ces questions qui sont des questions fondamentales. Alors justement, on va en parler évidemment de Pape Ndiaye et de la perception que les Français ont de lui. Je reviendrai là-dessus juste après, mais je vais rebondir et ça va me permettre d'aller vers un autre sujet qui est très important aujourd'hui, qui est la pénurie de professeurs. Vous disiez que vous avez été professeur d'histoire-géographie, c'est ça? Dans quelle ville vous étiez? J'ai enseigné dans plusieurs lycées de l'Académie de Créteil. D'accord. Voilà. Et donc, vous disiez pourquoi pas, j'y retournerai. C'est vrai que quel est le sentiment, parce que j'imagine que vous êtes resté en contact avec des amis profs, des collègues, quel est le sentiment général des professeurs aujourd'hui qui disent depuis des années être mal payés, de souffrir du manque d'intérêt, du manque de reconnaissance, du non-respect de beaucoup de parents aussi d'élèves vis-à-vis d'eux et aussi d'élèves eux-mêmes, de violences, enfin bref, de beaucoup de problèmes et qui aujourd'hui, fatalement, on se retrouve dans cette situation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des profs pour toutes les classes. Écoutez, il y a une très grave crise du métier d'enseignant. Ces causes sont anciennes, mais en cette rentrée, elles s'expriment avec une acuité toute particulière. Il y a une crise de sens du métier
Il y a Avec la crise de sens, tout le monde en parle. Ça veut dire quoi, une crise de sens? Ça veut dire qu'au fond, enseigner, c'est pouvoir être dans un rapport direct avec ses élèves, un rapport de liberté pédagogique, c'est disposer du temps, des moyens qui permettent d'atteindre des objectifs pédagogiques. Et aujourd'hui, les enseignants sont submergés de tâches administratives, d'une forme de bureaucratisation qui envahit une part de leur temps professionnel. Ils sont confrontés à des hiérarchies intermédiaires qui se sont multipliées et qui produisent des injonctions, qui consomment du temps, qui produisent du stress et qui compliquent la tâche et qui éloignent du cœur du métier. Cette perte de sens est profonde, elle explique la crise des vocations, elle explique l'envolée des démissions et elle s'accompagne d'une dégradation financière et symbolique de la place des enseignants dans notre société. Aujourd'hui, c'est toute l'organisation finalement de la vie d'un enseignant qui est remise en question. C'est pas tant le sens. Je crois qu'il faut tout repenser parce que je sonne une forme d'alerte et d'alarme. Je crois que le service public d'éducation est au bord de l'effondrement, qu'il pourrait connaître un effondrement comparable à celui que notre hôpital public a connu ces 5 dernières années. Quand vous voyez les difficultés à recruter, quand vous voyez des personnels qui parfois ont une expérience avancée, 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui sont passionnés par leur métier, mais qui le quittent parce qu'ils ne se sentent plus capables de l'assumer, il y a des alertes qui sont rouges, qui sont nombreuses, et il faut d'urgence intervenir. C'est notre bien le plus précieux, et moi je crains que si il n'y ait pas une bifurcation dans les politiques éducatives qui soient conduites, nous assistions, et c'est déjà le cas en cette rentrée, à des endroits de plus en plus nombreux peut-être, et je ne le souhaite pas, mais c'est l'alerte que je passe, des endroits où l'école ferme, et où on n'est pas en situation d'accueillir les enfants. Dans ma circonscription, je faisais hier le tour des écoles de ma circonscription, eh bien, j'apprenais qu'il allait manquer des enseignants. Ce matin, il y a des classes qui n'avaient pas d'enseignants, et donc les enfants sont répartis dans d'autres classes, ce qui provoque une situation qui n'est pas... Donc il en manque déjà dans votre circonscription. Oui. Est-ce que pareil, aussi, dans votre circonscription, il manque des professeurs devant... Alors, peut-être 2-3 petites choses par rapport à ce qui vient d'être dit. D'abord, je crois aux passerelles entre le public et le privé. On ne peut pas, encore une fois, quand je dis qu'il n'y a pas d'argent magique, c'est pas un microclimat, c'est valable pour tout le monde. Vous parliez d'inflation tout à l'heure. En France, je ne vais pas dire qu'on a la chance, mais c'est une inflation qui est inférieure à celle quasiment de l'ensemble de nos voisins européens, premièrement. Je crois effectivement à ces passerelles entre le public et le privé. On parlait tout à l'heure de ces grandes entreprises qui font des résultats. Eh bien moi, je suis partisan d'être dans l'incitation forte. J'ai rencontré des gens de chez Total en leur disant investissez sur les recharges électriques, investissez peut-être dans des fonds pour pouvoir permettre justement de remédier aux défis environnementaux. Je crois à cela. Climatique, oui. Et sur l'éducation, des passerelles entre les grandes entreprises et l'éducation nationale? Mais évidemment. Et allons sur les apprentis. Moi, je pense, et depuis des années, j'ai fait un ouvrage là-dessus, je donne aussi des cours dans quelques écoles. Oui. J'ai fait un ouvrage là-dessus en 2010, c'est pas hier, il y a 12 ans maintenant. Il y a du boulot pour les jeunes, sur l'apprentissage qui est pour moi un passeport pour l'emploi. Moi, je suis très heureux de voir que l'Éducation nationale, les ministres qui se sont succédés, ont enfin jeté leur dévolu sur l'apprentissage. On rattrape, entre guillemets, ce retard qui était pour moi injustifié par rapport à notre voisin européen allemand. 500 000 il y a encore 5 ans par rapport à 1,5 million en Allemagne. Et on a des taux d'employabilité chez les apprentis qui est quasiment de 8 sur 10 au sortir de l'apprentissage. Vous connaissez ça dans le domaine du journalisme. Le CFPJ, le Centre de formation de perfectionnement du journalisme pour apprendre ce métier, avoir sa carte de presse, en fait partie. Donc je crois à cela. Et aujourd'hui, le fait, pour moi, de permettre d'envoyer ce message que l'apprentissage n'est pas une voie par défaut, telle qu'on a souvent entendu, c'est-à-dire tu passes ton bac d'abord, puis après tu vas passer ton master, et puis on discutera ensuite, alors que le gamin ou la gamine n'est pas forcément faite pour les hautes études. Donc il n'y a pas du tout de jugement par rapport à ça. Ça, c'est la deuxième chose. Sur l'aspect financier précis, puisqu'on parle vraiment des grandes entreprises, et après on va continuer, mais sur l'aspect financier, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des passerelles justement par rapport aux grandes entreprises et aux dividendes dont vous parliez, et justement le financement? Mais je le crois profondément, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut que nous mettions sur la table, parce qu'à situation exceptionnelle... Vous allez pouvoir travailler ensemble. Pardon? Vous allez pouvoir travailler sur le dossier ensemble. Mais moi, j'ai aucune difficulté. Mais là, j'aurais un désaccord, mais je vous laisse terminer. Merci. Oui. Non, mais le sujet, c'est pas une histoire de, pardonnez-moi, mais c'est pas une histoire de parti politique. C'est quel est l'objectif? C'est de faire en sorte que les Français soient heureux. C'est ça l'objectif. Et donc peut-être que nos gamins, que nos enseignants, que les AESH, que les ATSEM puissent vivre décemment de ce qu'ils font. C'est ça l'objectif. Et puis enfin sur le sujet qui a été abordé, je pense qu'effectivement aujourd'hui on a à revoir en profondeur le système de l'éducation nationale. Il y a quelque chose qui s'appelle le
le Covid qui est passé par là, où nombre de nos citoyens, nombre de Français ont décidé de recentrer leur vie sur quelque chose qu'ils jugeaient beaucoup plus essentiel que ce qui se passait auparavant. L'éducation nationale est passée par là. Monsieur Vanier le disait également. La sécurité est passée par là également. J'ai fait un rapport sur le sport. Les dirigeants bénévoles sont passés par là. Donc on voit bien qu'on est en pleine mutation par rapport à la réalité du terrain, ce que j'appelle le darwinisme. Et effectivement, on a des choses à imaginer. Il y a encore 2 ans, le 15 mars 2020, jamais on aurait peut-être imaginé avoir ce type de discussion ici sur le recentrage du sens qu'est, alors pour le coup, l'éducation nationale, mais on pourrait parler encore une fois de la sécurité ou même du sport, où aujourd'hui on imagine peut-être arrêter les matchs le soir, en deuxième partie de soirée, pour répondre aux enjeux environnementaux. Vous voulez réagir? Oui, parce que je suis assez triste de ce qui m'apparaît comme une forme de renoncement. Au fond, dans ce débat sur la place des entreprises dans l'école, qui se transforme en une réflexion sur la façon dont on doit confier notre jeunesse, non plus à l'école, mais aux entreprises, il y a une forme pour moi de renoncement à la mission éducative de l'école. C'est pas ce que j'ai dit. Mais en tout cas, c'est ce que moi j'entends. En tout cas, je vois une direction qui est prise, en tout cas dans le discours aujourd'hui, et dans cette façon de vouloir investir dans l'apprentissage, qui est d'ailleurs une revendication historique du MEDEF. 1 million d'apprentis, c'est une revendication historique du MEDEF à laquelle le gouvernement d'Emmanuel Macron pour laquelle il a beaucoup œuvré, puisqu'il y a aujourd'hui 700 000 apprentis. Mais je rappelle qu'il y a une voie qui s'appelle la voie professionnelle sous statut scolaire, qui scolarise 650 000 élèves, c'est un tiers des lycéens, qui est une voie d'excellence, parce que elle élève à un haut niveau de qualification ceux qui passent par elle, et elle prémunit ses élèves, notamment de toutes les formes de discrimination qui peuvent accompagner l'apprentissage. Je n'ai pas un discours qui est anti-apprentissage, je pense que l'apprentissage correspond à certains profils, à certains élèves, mais on sait aujourd'hui que son développement est lié à des effets d'aubaine, parce qu'il est très largement subventionné par l'argent public. Les employeurs peuvent toucher jusqu'à 5 à 6 000 euros pour l'embauche d'un apprenti, et on sait que l'apprentissage aujourd'hui concerne surtout les parcours post-bac, et donc il ne répond pas exactement à l'enjeu du périmètre de l'éducation nationale. Et moi, c'est sur elle que je mise plutôt que sur les entreprises pour émanciper, qualifier les jeunes Français. Alors, je vous propose qu'on fasse une émission sur l'apprentissage ensemble, et vraiment qu'on en discute de manière beaucoup plus approfondie, parce qu'évidemment, on fait un tour d'horizon, c'est le premier jour de la rentrée, et je voudrais quand même qu'on parle évidemment de ces sujets-là, la pénurie, et donc les contractuels. C'est ce mot-là qui est revenu 1000 fois dans tous les articles. Alors, on ne sait pas, est-ce que les infos ne sont pas les infos, etc. Mais enfin, quand même, 3000 contractuels, une formation dite en 4 jours. Est-ce que ça a du sens ou pas? Est-ce qu'il fallait qu'il y ait justement ces personnes-là pour pouvoir pallier au manque de profs? Ou est-ce que c'est une hérésie ou pas, votre avis? C'est un scandale. Et c'est une brutalité qui est faite d'abord à ces personnes que l'on propulse relever une sorte de mission impossible, parce qu'enseigner, c'est un métier qui s'apprend, et on ne peut pas devenir enseignant en 4 jours. Pourquoi? Parce que cela nécessite une culture pédagogique, une culture scientifique, un accompagnement, des expériences qui se font normalement dans le temps de formation des enseignants, et qu'il faut du temps pour devenir. Il ne suffit pas, par exemple, d'avoir effectivement une maîtrise d'histoire ou tout simplement un bagage pour pouvoir enseigner. Il ne le suffit pas, et donc cette brutalité qui est faite à ces personnes, brutalité et mépris pour les enseignants qui, eux, ont passé des concours, assumé des formations, brutalité pour les familles. Parce que, imaginez l'inquiétude des familles qui, ces jours-ci, écoutaient les informations et se demandaient si leurs enfants allaient être confiés, et c'est le cas dans plusieurs milliers de classes, à des personnes qui, dévouées, oui, mais n'ont aucune expérience et donc seront en grande difficulté. D'être sans prof. Non, mais je pense qu'il faut aussi recontextualiser, mais il faut savoir de quoi on parle. Ça représente 1% de l'ensemble du corps électoral. Oui, 1% de l'ensemble du corps électoral. Et quand on regarde ce qui s'y passe, 90% ont déjà enseigné l'an passé. Donc, c'est ce que vous alliez dire, Madame Guillaume. On ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un d'être force de proposition? Évidemment que ce n'est pas la panacée, l'idéal de chez l'idéal. Il n'en existe pas aujourd'hui. Il faut qu'on soit effectivement, encore une fois, peut-être un peu inventif par rapport à la situation du moment. Je ne suis pas d'accord, M. Vanier, quand vous dites qu'on ne devient pas enseignant du jour au lendemain. Je peux vous comprendre.
on ne devient pas non plus député en 5 jours. Et pourtant, nombre de nos collègues ne connaissaient pas la fonction de député il y a encore 2 mois, pour certains d'entre eux. Donc il ne faut pas, je pense, avoir un jugement négatif par rapport à ça. On n'est pas à l'abri de bonnes surprises lorsque on met des idées sur la table. Et moi, je suis convaincu que la motivation, le dépassement, la surmotivation que ces personnes qui n'ont pas été forcées, c'est une démarche proactive de leur part, qui veulent servir leur pays au travers du partage de l'éducation de leurs enfants, je pense que ça va dans le bon sens. Ensuite, évidemment, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il y a de la formation qui doit être faite à la clé. Il faut que les enseignants qui sont là depuis 10-15 ans soient aussi revalorisés. C'est le sens de Vous avez chacun un autre métier avant de faire le vôtre, par exemple. Ça s'apprend. C'est pas un métier. D'être député, ça n'est pas un métier. Non, certes. Non, mais comme vous le dites, pardonnez-moi, par rapport à ce que dit Mme Guillot, moi je me satisfais, par exemple, lorsque j'étais patron des sports à Canal+, d'avoir embauché 80 jeunes entre 18 et 25 ans, qui n'étaient pas tous post-bac, M. Vanier, et parfois intra-bac, et qui sont devenus journalistes par l'apprentissage, et ils sont tous aujourd'hui sur les plateaux. Donc je pense que ce n'est pas du tout incompatible. Il faut qu'on ait des idées. L'important, c'est effectivement d'avoir des idées et de répondre à l'urgence de la situation. Et là, aujourd'hui, il y avait urgence de la situation. Le temps presse et va très vite avec vous, parce que tout est passionnant. Je veux qu'on parle des salaires, justement, des profs, parce qu'on l'a dit, les professeurs sont exsangues, fatigués depuis des années, le nombre de réformes qui s'accumulent sans cesse. On en a beaucoup parlé ici sur School TV, vous l'imaginez bien. Je reparle évidemment de la situation où les profs ne se sentent pas reconnus, ne se sentent pas respectés, et évidemment, les salaires qui sont extrêmement bas. Pape Ndiaye a parlé de revalorisation des salaires, d'accord, mais pas pour les professeurs qui ont 10 ou 15 ans d'expérience. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les professeurs vont être encore moins là? Non. Pardon, c'est pas ça? Non. C'est moi qui me trompe. Non, je me permets juste d'ajouter l'information. C'est une revalorisation de 10% à partir de 2023 par rapport aux enseignants qui, comme je le disais tout à l'heure, ont un certain nombre d'années d'expérience pour juguler justement le fait qu'aujourd'hui, en entrée dans l'éducation en tant qu'enseignant, il y ait à minima 2000 euros. Mais c'est vrai, vous avez raison, par rapport à nos voisins allemands, les enseignants sont moins payés. On a une refondation complète, à mon sens, de ce système scolaire qui, encore une fois, ne date pas d'aujourd'hui. La dégradation ne date pas d'aujourd'hui. On n'est pas venu sur un sujet qui, pour moi, très, très intéressant, c'est l'éducation citoyenne. Comment veut-on... Je comprends, mais j'assure, face à quelqu'un qui, en fait, enseigne toute la journée et qui est face à des élèves qui sont difficiles, dans une situation compliquée, il y a un moment aussi, il faut parler clairement. Bien sûr. On parle de fin de l'abondance et de cauchemars à venir. Il faut parler aussi d'argent. Oui. Les Français ne peuvent plus bouffer ni se loger et n'ont pas d'argent. Donc, comment ça se passe quand un ministre vous dit non seulement tu vas aller trimer, mais en plus, tu ne pourras pas gagner ta vie? Comment on répond face à ça? Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est pas ce que le ministre a dit et c'est pas ce que le président a dit, puisque justement, il y a une augmentation... Oui, mais on ne pourra pas contenter tout le monde, c'est la phrase. Non, mais quand vous avez 2000 euros en entrée de carrière, de fait, CQFD, c'est mieux que ce qui se passait auparavant. Quand il y a une revalorisation des salaires qui sera faite au fil du temps de près de 10%, c'est mieux, c'est pas l'idéal, mais c'est mieux. Mais les profs qui arrivent à ça au bout de 10-15 ans, comment le prennent-ils? Oui, mais on pourrait également, comme le disait M. Vanier, je le rejoins, on pourrait parler aussi du système de l'hôpital. C'est la même chose. Bien sûr, c'est exactement pareil. De police, c'est la même chose. C'est exactement pareil, mais on est épuré de la même manière. C'est de la même manière. Mais on moi, est tous offusqués de ça, j'imagine bien que ça vous touche aussi. Évidemment, mais on ne peut pas dire il ne se passe rien, c'est pas normal. Oui, mais pour le coup, le macronisme gouverne le pays depuis 5 ans. Il a un bilan, et il a un bilan éducatif. Ce bilan en termes salarial, c'est le gel du point d'indice de la fonction publique de 2017 à 2022. Et en 2022, une augmentation de 3,5%, 2 fois inférieure à la progression de l'inflation. Donc, c'est en 2022 une nouvelle mesure qui entérine une baisse de pouvoir d'achat supplémentaire pour les enseignants et pour tous les fonctionnaires. Je donne juste un chiffre pour que tout le monde mesure la dégradation salariale considérable qu'a connue la profession enseignante. Dans les années 80, un enseignant commence sa carrière avec un salaire qui est l'équivalent de 2 SMIC. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de 1,2 SMIC pour 5 années d'études, pour un concours et pour un travail qui est très important, c'est une mission importante qu'on confie aux enseignants et qui est très fatigant, contrairement parfois à l'impression que l'on peut avoir. Et donc il y a là l'une des causes de la très grave crise qui frappe la condition enseignante, qui explique cette perte d'attractivité et ces démissions qui sont... Vous appeliez tout à l'heure à des solutions. Il se trouve que j'ai déposé une autre proposition de loi cet été parce que nous souhaitions, nous, les députés insoumis et de la NUP, être au rendez-vous de la rentrée. Le 3 août, j'ai déposé une proposition de loi pour faire face à cette pénurie d'enseignants. Je proposais notamment, dès le 3 août, un concours exceptionnel. Monsieur Ndiaye en parle, mais pour le printemps prochain. Je proposais le recours aux listes complémentaires. Et je proposais l'augmentation immédiate du point d'indice de 10%. Parce qu'il faut aussi
répondre à cette question des salaires, si l'on veut aussi garantir la qualité du service public d'éducation. L'école a tout intérêt à attirer aussi les meilleurs étudiants vers elle, parce que ce seront ensuite de bons professeurs et qui permettront à nos enfants de recevoir les meilleurs apprentissages. Merci à vous deux. J'aimerais tellement allonger le temps, mais je l'ai beaucoup fait déjà parce que je vous ai gardé 10 minutes de plus. Mais c'est passionnant de discuter avec vous. J'espère que vous allez revenir. Vous nous invitez sur l'apprentissage. Ah, mais avec joie. Mais voilà, vous serez là, vous me promettez. Pareil ? Pareil. Parfait. Il y aura peut-être d'autres invités avec vous et on parlera de l'apprentissage. Mais évidemment, on va parler de tout dans le Grand JT parce qu'on est là justement pour faire bouger les lignes, pour essayer de faire avancer le débat et ensemble créer l'école de demain, une école positive et ambitieuse. Merci à vous, Paul Vanier, d'avoir été avec nous. Merci, Carl Olive, également d'avoir été avec nous. Et on continue, on se retrouve tout de suite dans le Grand JT. De retour sur le Grand JT de l'éducation, on continue de parler bien de cette rentrée scolaire, comment l'entamer avec sérénité. Le mot est important puisque c'est l'objet de notre discussion avec le docteur Patrice Huer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Comment l'école s'éloigne de ses enfants » qui est sorti chez Nathan juste avant l'été, livre que je vous recommande. On vient d'en parler avec nos invités juste avant. Cette année, la rentrée est difficile, un peu compliquée et le mot est faible. Hausse des prix, pénurie de profs, angoisse, aussi bien chez les professeurs que chez les parents, que chez les enfants. On parle de guerre, puisque la guerre est réelle. Le moral est un peu à zéro. Comment réagissent à la fois les enfants et les parents que vous rencontrez ? Les enfants sont extrêmement sensibles à la manière dont les adultes vivent les choses. Ils sont des éponges, ils sont totalement perméables justement aux inquiétudes périphériques. Donc celles de leurs parents en premier lieu, si c'est le cas, celles de leurs enseignants, si c'est aussi le cas, et celles du pays et de la société en général, dans ce qu'ils en saisissent quand dans l'actualité, les émissions, etc. Donc c'est vraiment l'enfant récepteur des angoisses des autres, beaucoup plus que l'enfant angoissé spontanément. Spontanément, sinon l'enfant ne serait pas spécialement angoissé par la rentrée. Oui, il n'a pas de notion particulière. Ce qui veut donc dire, je l'imagine, si on fait un écran par rapport à ce qui se passe en dehors du pays, je parle de la guerre extérieure à l'extérieur, mais je veux dire, par rapport à la propre rentrée scolaire de l'enfant, il n'a pas véritablement d'inquiétude, si ce n'est de retrouver son ami. Et oui, quel copain, copine va-t-il retrouver ? Avec quel enseignant va-t-il être ? Si c'est une nouvelle école ou si on passe de l'école primaire au collège, comment ça va se passer ? Enfin, des inquiétudes que toutes les générations précédentes ont connues. Et peut-être l'inquiétude des parents aussi qui se rapportent du coup sur l'enfant de est-ce que tu vas être bon en classe, tu vas me rapporter un bon bulletin, tu vas bien te comporter ? Oui, mais cette inquiétude parentale, elle est très liée à leur propre situation. Les adultes sont plus inquiets qu'il y a quelques années par leur propre situation professionnelle, l'ambiance générale, la situation du pays, internationale, etc. Et cette inquiétude que les parents vivent va évidemment se transmettre. C'est celle-ci qui me soucie. C'est-à-dire que une grande partie du travail avec des enfants inquiets, voire angoissés par l'école, ça va être le travail avec leurs parents. Et oui, alors comment vous faites justement ? Est-ce que vous travaillez dans ces cas-là seul face à l'enfant ? Vous devez aussi consulter les parents ? On ne peut pas s'occuper d'un enfant ou d'un adolescent sans recevoir au moins de temps en temps ses parents, parce qu'ils participent évidemment à sa vie quotidienne très largement. Et donc l'objectif, c'est de faire la différence, autant que faire se peut, entre les angoisses réellement liées à la situation d'un enfant qui est en grande souffrance, en grande difficulté scolaire par exemple, ou comportementale, et les angoisses personnelles des parents. Comment peuvent-ils petit à petit délier ces enjeux pour laisser un espace à l'enfant pour pouvoir apprendre en n'étant pas trop envahi par leurs angoisses. Quand on vous écoute, cela paraît extrêmement simple et assez évident. Est-ce que ça l'est pour les parents que vous rencontrez ? Est-ce qu'ils découvrent un peu le fait qu'ils reportent finalement leurs émotions, leurs angoisses sur leurs enfants ? Non, puisque le mécanisme psychologique à l'œuvre, c'est se délester finalement de ce qui nous angoisse sur une situation ou sur un objet ou sur un enfant. Et une fois qu'on a fait cette opération, on est moins angoissé. Donc c'est très économique pour l'adulte, mais c'est très très lourd pour l'enfant et l'adolescent. Vous voulez dire qu'on le fait machinalement, tout à fait, mais vers un enfant, pas vers un autre adulte ? Ça peut arriver aussi. Si on a pas mal d'inquiétudes, on peut la distribuer largement. Mais c'est un mécanisme économique au sens économie psychique qu'on connaît bien. Le problème, c'est quand l'enfant en est la victime sans que le parent ne le veuille. Enfin, il ne souhaite pas angoisser son enfant. Il n'imagine pas que ça puisse le contaminer à ce point ses propres angoisses. Et c'est là où on a à différencier les deux.
On parle aussi beaucoup sur ce plateau du moral des enseignants qui n'est en ce moment pas vraiment au beau fixe. Et à vous écouter, ça impacte aussi les enfants dans leur quotidien ? Oui, l'enfant est totalement attentif aux personnes qui l'entourent et aux personnes qui comptent pour lui. Parce que même s'il dit le pire de ses parents ou de tel enseignant, ce n'est pas le fond de sa pensée. Sa pensée, c'est quand même, ce sont des personnages importants, des guides importants. Et donc de les voir mal, pas bien, mal à l'aise, se plaignant, est vraiment une charge très lourde pour les enfants et les adolescents. On n'a qu'à faire appel à nos propres souvenirs. Les enseignants qui nous ont marqués, qui nous ont semblé pouvoir transmettre assez tranquillement et nous rendre attentifs à leur savoir, c'était en général les enseignants qui étaient plutôt bien dans leur vie. Alors que moi j'ai le souvenir de 2 ou 3 enseignants qui étaient manifestement très très mal dans leur vie personnelle. On arrivait dans la classe, ils arrivaient dans la classe, tout de suite il y avait une espèce de chape de plomb, une pesanteur, une méfiance, on n'osait plus parler, se questionner, etc. Donc il y a une hypersensibilité de l'enfant à ça. Alors, je rappelle le titre de votre livre, « Comment l'école s'éloigne de ses enfants ». Cela veut donc dire que l'école, tout d'un coup, n'est plus adaptée. Elle ne propose plus ce qu'elle devrait proposer, c'est-à-dire l'instruction, l'apprentissage. Alors ça, non. La vie en société ? Non, elle continue de proposer ça. Non, moi, mon souci, c'est un souci qui se situe dans 20 ans. C'est-à-dire que les adultes de demain, c'est ceux qui sont informés aujourd'hui, s'ils sont formés comme ils ont été formés dans les générations précédentes, il va y avoir un énorme problème. La verticalité de la transmission, toujours nécessaire, mais l'horizontalité des échanges de connaissances, de savoir via les réseaux sociaux, Internet, etc., ont modifié complètement la donne. Et donc ça n'a pas été intégré. Comment faire travailler, par exemple, davantage les élèves entre eux sous la conduite de l'enseignant, plutôt que de leur demander d'ouvrir la bouche et les oreilles et d'attendre passivement que ça se termine. Là, on a un refus de ces modes d'apprentissage chez de plus en plus d'enfants et d'adolescents qui aboutit à des décrochages scolaires, à des phobies scolaires, et ça, j'en vois tous les jours. Alors, comment vous réparez ça, justement ? Parce que c'est compliqué, puisque c'est institué maintenant à l'école. Donc, c'est compliqué de modifier la situation. Ah, c'est énorme comme tâche, puisque c'est un paquebot, comme l'on sait. Mais il y a vraiment une révision des modalités d'apprentissage pour qu'elles soient plus conformes à la manière dont les enfants d'aujourd'hui sont aptes, avec leur curiosité, puisqu'ils sont très curieux, peut-être plus même que dans les générations précédentes, comment vont-ils pouvoir satisfaire cette curiosité et apprendre par ce biais-là. Et là, on a vraiment une révolution à opérer dans la formation des enseignants qui, comme des parents maltraitants ont souvent été des enfants maltraités, répètent ce qu'ils ont subi eux-mêmes. Là, il y a vraiment quelque chose à changer. 2 mois de vacances à peu près, je dis en gros, en tout cas, quand je dis vacances, d'arrêt de l'école pour beaucoup d'enfants. Est-ce qu'on doit se préparer justement psychologiquement à une rentrée, ou est-ce que naturellement ça se fait et on n'a pas besoin de... La plupart des enfants en bonne santé, en tout cas, attendent la rentrée. Retrouver les copains, les copines, etc., c'est quelque chose qui leur plaît. Après, qu'ils soient satisfaits en cours, c'est une autre affaire. Mais ils sont contents de retourner à l'école quand même. L'école garde une attractivité suffisante. Les parents, beaucoup de parents aujourd'hui que je vois, projettent leurs inquiétudes concernant leur propre avenir sur leurs enfants. Et donc attendent de l'école un soulagement de ces angoisses, qu'on les rassure par des bonnes notes, etc., plutôt que par l'épanouissement. L'épanouissement, c'est un grand mot, parce qu'être épanoui, c'est gentil, mais c'est pas le lot de tout le monde à tout moment. Mais en tout cas, le maintien actif d'une curiosité et d'une envie d'apprendre, c'est surtout ça qui va être le moteur, et qui, dans leur vie future, alors qu'on ne sait pas dans 10 ans quels seront 50% des métiers, c'est cette capacité d'adaptation, cette souplesse, ce plaisir face à l'inconnu, à la nouveauté, qui est vraiment la clé pour l'avenir. Et ceux qui seront formatés d'une certaine manière seront inadaptables ou inadaptés et vont en souffrir. Les autres vont trouver du plaisir et de la satisfaction dans le fait que, tiens, chic, quelque chose que je ne connais pas. Et y compris plus tard. C'est l'intelligence. Oui, mais c'est plus que l'intelligence, c'est aussi la manière dont on aura pu les aider à constituer un capital de jeu avec les données, avec les connaissances, avec les informations, du jeu dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de pouvoir en faire quelque chose de vivant et non pas un espèce de paquet qu'on se transmet comme ça sans avoir le droit d'y toucher quasiment. Alors, on parle beaucoup aussi, malheureusement, à l'école de harcèlement. Oui. Beaucoup d'enfants qui vivent ça. Je ne sais pas si c'est un phénomène vraiment nouveau, mais en tout cas, on en parle beaucoup depuis quelques années. Est-ce que vous avez déjà fait face à cette situation ? Bien sûr. Voilà. Et comment on arrive à
pouvoir délier au fur et à mesure du temps et en parler? Il y a plusieurs choses. Là, c'était effectivement quelque chose qui a pris de l'ampleur, mais de l'ampleur, ça a toujours existé. Hein. Dans les cours de récréation, dans les couloirs, il y avait toujours des enfants qui étaient maltraités par les autres, moqués, parce que là, etc. c'est numérique. Donc et ça maintenant, voilà, c'est ça. Ça se répand partout et il suffit plus de changer d'établissement, le cas échéant, pour arrêter le problème. Donc ça, c'est ça qui donne aussi beaucoup plus d'ampleur, plus que le mécanisme de base. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'il y a vraiment une sensibilisation des parents et des enfants, que quand ils sont harcelés, maltraités ou moqués, qu'ils n'hésitent pas à en parler. Mais si on ne leur a pas ouvert la porte avant, ils n'oseront pas, ils vont se sentir honteux, mal. Donc il faut vraiment que ce soit institué comme banal de se plaindre quand on subit ce genre de choses. Et puis il y a une formation, une éducation à l'usage des médias qui concerne aussi les parents que les enseignants. Les enseignants pour les recherches pédagogiques et autres, comment les élèves peuvent-ils s'y prendre pour ne pas tomber sur des informations erronées, des fake news et autres. Et les parents à la maison, de la même manière, plutôt que arrête de jouer avec tes jeux vidéo ou arrête de tripoter mon smartphone, qu'est-ce que tu y cherches, comment tu cherches, qu'est-ce que tu peux y trouver. Il y a vraiment une éducation dès les premiers temps de la vie à l'usage de ces outils numériques. Alors, c'est ma dernière question, mais c'est vrai que peut-être que dans d'autres pays, c'est un peu plus institué, mais est-ce qu'il y a encore des parents qui réchignent à aller voir des pédopsychiatres ou à leurs enfants? De moins en moins, ce qui est en même temps bien et en même temps un problème, puisqu'il n'y a plus que 600 pédopsychiatres en France. Et que pendant les 4, 5, 6 années qui viennent, ça ne va pas bouger, ça va même un peu diminuer. Oui, donc, il y a sa place. Donc il y a vraiment un problème là quantitatif. Mais sinon, quand on est face à un problème, on hésite moins à aller questionner ce problème, à aller discuter avec des professionnels. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Bien sûr. Merci beaucoup, Patricia, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre, Comment l'école s'éloigne de ses enfants, chez Nathan. Voilà, et puis vous êtes sur Doctolib, j'imagine. Non. Pardon. J'imagine mal, comme quoi. Bon, voilà, docteur Patricia. Voilà, on peut toujours, j'imagine, en tout cas, aller vous voir si on en ressent le besoin. Vous êtes à Paris. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir parlé sur le Grand JT. Maintenant, on va continuer avec Mickaël Dorian qui est avec nous et sa chronique Quoi de neuf sur les réseaux. Mickaël, sur les réseaux sociaux, la fermeture d'un collège a déclenché la colère des internautes depuis quelques jours. C'est une rentrée des classes au goût amer pour les élèves du collège du Val d'Ajol dans les Vosges. Lundi 22 août, soit 10 jours avant la rentrée des classes, leurs parents ont été avertis que l'établissement resterait fermé pour cause de fissures. Selon le Conseil général des Vosges qui a pris cette décision, il y aurait un risque trop important pour la sécurité des élèves et donc par conséquent, ils vont devoir faire 20 km aller-retour pour se rendre dans un autre collège situé dans une commune voisine. Je rappelle que ce collège se trouve dans les Vosges, Virginie, c'est donc 20 km de route de montagne que ces enfants vont devoir parcourir, soit une bonne heure de trajet. Et pourquoi avoir prévenu aussi tard? Parce que j'imagine que ces fissures ne sont pas apparues pendant l'été. C'est là où les internautes s'interrogent, comme Alix par exemple sur Twitter. Genre, t'es là, tu as ta rentrée dans une semaine et tu apprends qu'en fait non, tu dois aller dans la ville d'à côté. Il faut dire que bien sûr, ça n'aurait pas réglé le problème, mais un minimum d'anticipation aurait tout de même permis à ces familles de s'organiser. Et c'est d'ailleurs ce que dénoncent les parents d'élèves depuis cette annonce de fermeture du collège. Ils comprennent bien que la sécurité des élèves passe en priorité, mais ils rejettent la méthode et la solution proposée. À propos de sécurité, ils ont peur aussi pour la sécurité de leurs enfants et n'ont aucune envie de les voir prendre le car tous les jours et passer 2 heures à parcourir une route étroite et sinueuse de montagne. Oui, bien sûr, on les comprend. Et les enfants, ils en pensent quoi? Eux aussi sont en colère. Je vous lisais le tweet d'Alix tout à l'heure qui est totalement abasourdi par cette annonce. Écoutez maintenant, Diane et Jules, ils doivent rentrer tous les deux en 5e et étaient interrogés cette semaine sur RTL. Ce qui était bien, c'est que j'habitais tout près du collège, ce qui fait que je pouvais venir en vélo et limite, je suis très fâchée. Ça me fait un peu peur de traverser la montagne. Et les familles, elles viendront plus parce qu'il n'y a pas de collège et du coup, les Intermarchés, tout ça, ils vont peut-être fermer. Et après, ce serait une ville déserte presque.
Et oui, ville déserte, car c'est l'autre problème qui est en train de se poser, l'impact économique sur cette commune si ce collège venait à rester fermé. Parce qu'il ne pourrait jamais rouvrir ? Clairement, la menace plane, Virginie, et à vrai dire, il y a même de fortes chances pour qu'il reste fermé. Un coup de massue pour les commerçants. Plusieurs ont exprimé leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux. Ils ont bien sûr peur de voir partir les familles. Il faut expliquer qu'avant, il y avait 2 collèges au Val d'Ajol. Le premier avait déjà fermé il y a quelques années. Là, ils veulent donc à tout prix qu'une solution soit trouvée pour maintenir le dernier collège de la commune. Et c'est pour ça que depuis 10 jours, toute la commune est mobilisée. Une trentaine de parents d'élèves bloquent les accès du collège, notamment avec des palettes en bois. L'idée est d'empêcher de façon symbolique le déménagement du matériel pédagogique et scolaire, les tables, les fournitures, etc. Et comment s'est passée la rentrée pour les élèves dans le nouveau collège, justement ? Alors, ce matin, elle n'a pas eu lieu. Elle a été décalée d'une journée en raison donc, de cette situation particulière. La rentrée, c'est donc demain, vendredi. Mais d'ores et déjà, la majorité des parents prévoient de ne pas faire monter leurs enfants dans le car demain matin, et une classe sauvage sera organisée devant le collège du Val d'Ajol. Eh bien, on pense bien à eux et on suivra cette affaire de près. Merci, Mickaël. Tout de suite, c'est le ZAP, le meilleur de School TV, le meilleur de la journée. Elles se sont toujours exprimées, mais tout a été mis en place de façon à ce qu'elles ne soient jamais entendues. Elles, ce sont les autrices, et Julien Marcet, qui est professeur de lettres au lycée Galilée à Gennevilliers, leur offre une revanche dans ce livre qu'il publie en cette rentrée aux éditions Payot. Alors j'avoue que l'ancien étudiant en lettres qui sommeille en moi a eu un peu honte, parce que j'ai découvert nombre de ces autrices. Vous d'ailleurs, comment vous les avez découvertes ? Alors il ne faut pas avoir honte, Emmanuel. C'est gentil, merci Julien. J'aime cette pédagogie. C'est extrêmement révélateur. Ouais. Moi-même, si je ne les avais pas découvertes... Je me suis même gratté la tête en me disant, parce que j'étais à la Sorbonne, je me dis, mais attends, est-ce que j'ai eu au moins une autrice ? Alors je pense que les lettres de la correspondance de Mme Stahl, j'ai dû avoir d'une façon ou d'une autre, et encore, voilà. Vous avez peut-être vu ce que j'appelle les exceptions caution dans le livre, c'est-à-dire les quelques-unes qu'on a effectivement on a une ou deux par siècle. Une ou deux par siècle. Ouais. Pourquoi exception caution ? Eh bien, juste pour montrer... Ça aurait été tout de même un peu grossier de dire qu'il n'y en avait aucune. C'était compliqué. Totalement, ouais. Donc, c'est un peu le syndrome de la Schtroumpfette. Il y en a une au milieu d'un village d'hommes. On la met, mais ça sert juste de caution pour dire, mais regardez, en fait, elle, c'est une exception. Les autres femmes n'écrivent pas et ne peuvent pas écrire. Alors pourquoi un tel déni de tout et de tout le monde, notamment de l'université ? Vous citez à un moment Jacqueline Cerquigny-Toulet, la femme savante et fraîche, elle est dans l'imaginaire toujours proche de la figure de la sorcière. Il y a beaucoup de causes et de facteurs. Je crois que le premier facteur, c'est tout de même lié à la société. Nous sommes dans une société profondément patriarcale depuis des siècles. Et la littérature en est un des terrains d'expression. En tout cas, oui, la littérature. Et là, ça recoupe la façon dont c'est institutionnalisé, l'histoire littéraire. Et donc, qui a eu le pouvoir d'institutionnaliser ? Et ceux qui ont eu le pouvoir d'institutionnaliser à la fin du 19e siècle, c'était des hommes, des universitaires hommes, et je pense à Gustave Lançon, qui a un rôle majeur là-dedans, qui à la fin du 19e écrit l'histoire de la littérature française. Et où... Alors lui aussi, il a ses cautions, il en cite une ou deux en disant voilà. Elle, c'est pas mal. Et en général, il ne faut pas trop qu'elle dérange aussi. C'est ça, ouais. Il y a un lien, c'est-à-dire que par exemple, quand le cas Georges Sand, qui elle est tout de même assez connu, qui est l'exception caution parmi les plus connus, il retient... ces œuvres du Berry, les œuvres qui ne sont pas tout de même très subversives, mais il ne retient pas les romans plutôt à fibre féministe de Georges Sand. Mesdames, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que l'EdTech, c'est un marché à part entière ? C'est un gros mot de dire que l'éducation, c'est un marché tout court, Stéphanie ? Non, je crois que c'est un marché. D'ailleurs, les investisseurs l'ont compris, puisque quand on regarde 2021, on a eu plus de 20 milliards qui ont été levés dans des entreprises de l'EdTech dans le monde. Ça a été une année record. 2022 commence plutôt bien. On a aujourd'hui des licornes dans l'EdTech. Alors, moi, j'aime pas trop le mot licorne. Je préfère des grandes entreprises, je préfère des ETI. Mais quand même, c'est un des marqueurs de réussite. Et puis, il faut qu'on investisse de plus en plus dans ça. Donc, toute la difficulté, d'ailleurs, c'est que les modèles de développement des EdTech passe souvent par une coopération avec l'éducation nationale, avec les school districts. Et en fait, c'est souvent là où c'est le plus compliqué pour les EdTech qui sont dédiés aux jeunes étudiants ou aux collégiens ou aux enfants. Et peut-être que l'avenir, c'est un modèle mix où on a plus d'EdTech qui sont à la fois dédiés au marché des étudiants et qui en même temps vont toucher des marchés plus commerciaux ou plus faciles de développement, comme tout ce qui est lié à la formation continue. Stéphane Lenné, quelle est la place du jeu justement dans ces stages de réussite ?
Alors pour nous, elle est centrale, la place du jeu. D'abord parce que c'est un élément fort et structurant de notre politique d'établissement. On a terminé, et Carole était partie prenante de ce projet-là aussi, même si ce n'est pas notre propos aujourd'hui. On vient de terminer un gros projet Erasmus centré sur la ludification des apprentissages. Donc on a appris énormément de choses. Et puis surtout, le jeu au cœur de ces stages de réussite permet effectivement aux élèves et aux professeurs d'avoir une accroche plus rapide, plus détendue, moins formelle et moins académique. Et pourtant, l'ambiance est à la fois ludique, mais aussi extrêmement studieuse, et les élèves travaillent beaucoup. Le retour des familles en la matière, justement, parce que cette approche ludique est aussi extrêmement positif. Et finalement, je dois dire que c'est la 4e année qu'on met en place ce stage de réussite sur une maquette à peu près semblable. Et le dispositif a acquis une tellement bonne réputation que le bouche à oreille nous a grandement facilité le recrutement des élèves cette année, ce qui n'a pas toujours été le cas au début. Alors c'est ça, ça n'a pas été forcément le cas au début, ma chère Carole. C'est-à-dire qu'au début, c'était peut-être un peu connoté ? Au début, les parents ne savaient pas, et puis les élèves n'avaient pas cette philosophie de venir en classe sur leur temps de vacances. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, puisqu'on met en place aussi des choses pour d'autres niveaux pendant les petites vacances, c'est vraiment devenu une habitude des familles. Et effectivement, aux portes ouvertes, par exemple, où d'habitude, je démarchais les familles, entre guillemets, et j'essayais de convaincre. Là, c'est eux qui arrivaient en me disant « Est-ce qu'il y aura un stage réussite cette année ?» Et finalement, nos élèves qui sont aussi dans des petits villages où il n'y a pas forcément beaucoup d'animation, pas beaucoup d'activités à faire, ils ont trouvé dans ce stage réussite un moment intéressant, agréable, et une manière de venir nous rencontrer aussi avant la rentrée. La récré a donc commencé ce matin pour la plupart des parents de France. Alors c'est pas moi qui le dis, je rigole, mais ça vient pas de moi. Vous savez qu'il y a des trends sur les réseaux sociaux, des tendances, des thèmes de vidéos qui deviennent vraiment très à la mode. Ouais. Et en ce moment, la mode, c'est « J'étale ma joie de voir mon enfant retourner à l'école ». Et je vous ai fait une petite compile de rentrée. Regardez. Bonne première journée d'école, les gars. Ça me tente pas. Salut les chéris, vous êtes sages, hein? Mais maman, l'école c'est dans une semaine. Bah marchez doucement. Voilà. Eh ouais, c'est du beau, hein? Mais oui, bon alors, vous inquiétez pas, ils font un peu les malins, mais je leur laisse 3 jours. Je suis sûre que leurs enfants vont leur manquer très très vite. On a beaucoup parlé, justement pour ce 1er septembre, cette rentrée, de ces 4000 professeurs qui manquaient dans les classes et qu'il fallait trouver donc un prof dans chaque classe ou un prof dans chaque smartphone, pour les attaques en l'occurrence. C'est le cas en France, mais c'est aussi le cas en Allemagne, où le salaire des profs et des jeunes professeurs et enseignantes est le double de celui des jeunes professeurs français. Mais il manque déjà, on le sait, des postes d'enseignants et d'enseignantes en Allemagne, 15 000 je crois en 2019. Oui, tout à fait. On en aura quasiment 26 000 à aller trouver pour 2024, c'est littéralement demain. Oui, et ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le salaire des profs et l'attractivité du métier. C'est des données de l'OCDE, de PISA, qui dit qu'en fait, même si les salaires des profs sont très élevés, il n'y aura pas forcément plus de profs et le système ne sera pas plus efficace. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est, oui, évidemment, avoir un salaire décent. Donc là, Emmanuel Macron a annoncé qu'il y aurait un salaire minimum d'entrée pour être prof qui est bien au-dessus de ce qu'on voit aujourd'hui. Mais c'est la moindre des choses, je dirais. Et après, il faut rendre cette profession vraiment... il faut la rendre attractive. Et il faut que les conditions de travail soient là. Il faut qu'ils puissent évoluer dans leur carrière. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment qu'on travaille. Et surtout, il faut les former tout au long de leur vie. Il faut investir dans leurs compétences pédagogiques et investir du temps et de l'argent pour les faire progresser. Oser, on le dit souvent, c'est le maître mot, à commencer par ses élèves, même pour les adultes, mais effectivement, c'est encore bien quand on l'apprend quand on est tout petit. Oser, tenter, prendre son risque, ça s'apprend.
Alors, là, c'est mon côté entrepreneur qui va répondre, évidemment. Que quand on n'a jamais tenté quelque chose, la première fois, c'est compliqué. D'ailleurs, ma première entreprise, c'est pas celle-là. C'est une autre où j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est pour ça que cette deuxième marche beaucoup mieux que la première. Donc souvent, effectivement, la meilleure façon de s'entraîner à oser, c'est d'oser d'abord. Mais du coup, il faut faire des petits pas. Et évidemment, pour faire ces petits pas-là, il faut parfois que quelqu'un nous aide, nous encourage, nous donne envie d'aller oser. Vous avez le sentiment que parfois on est encore tétanisé par la peur, la peur justement de ne pas réussir? C'est une grosse cause d'échec scolaire de plusieurs personnes qui n'ont même pas envie d'aller essayer de comprendre quelque chose parce qu'ils se sont un peu habitués à ne jamais comprendre ce qu'on leur explique. Et du coup, ça devient un cercle vicieux qui les fait échouer de plus en plus. Et c'est dommage parce qu'il suffit de quelques bons encouragements pour que l'élève se lance et soit bon. Ce petit déjeuner va rompre en fait le jeûne de la nuit pour attaquer la journée, pour donner de l'énergie à l'organisme. Sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, les enfants, il y en a 12% qui ne prennent pas de petit déjeuner. D'ailleurs, petite parenthèse, 30% des adultes n'en prennent pas non plus. Et donc la question est de se poser s'ils ont raison ou s'ils ont tort, Emmanuel. C'était un petit peu la question de départ. Et le suspense est intenable, Sandra. J'aime bien. Alors, je vais répondre à la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, allez, on y va. Alors, est-ce que le petit déjeuner est oui ou non indispensable? Eh bien, il faut savoir que cette question divise les professionnels de la nutrition. Il y a 2 écoles et je fais partie de ceux... ça fait un teasing, mais pour me dire, il n'y a pas de réponse. Hein. Ça va être ça. Il y a une réponse. Je dois il y a dire. Réponse, tout il y a 2 réponses. Voilà, il y a 2 réponses et la mienne est que, à mon sens, ce n'est pas indispensable. Mais je vais justifier pourquoi. Alors, on a 2 études, en l'occurrence, qui ont été publiées dans The American Journal of Clinical Nutrition, désolé pour mon accent, qui affirme que faire l'impasse sur le petit déjeuner, et je les cite, n'aurait pas d'impact sur la prise de poids, d'une part, mais aussi ne changerait rien ou pas grand-chose au taux de sucre dans le sang. Bref, mon conseil, c'est de ne pas forcer votre enfant s'il n'a pas faim. C'est aussi simple que ça, mais l'idéal, ça serait qu'il puisse... Il aura peut-être faim à un moment quand même. C'est normal, oui. L'idéal, ça serait qu'il puisse emmener avec lui une petite collation pratique dans son petit sac, pratique et saine, une barre de céréales peu sucrée, un fruit, une poignée d'amandes, pourquoi pas une petite portion de fromage, hein, pourquoi pas. Le corps sait, heureusement, encore chez l'enfant et chez certains adultes, réguler ses apports énergétiques. Hein. Normalement, si on mange plus à un repas, on mange moins à l'autre et inversement. Il faut leur faire confiance au fond. Et normalement, oui, c'est ça. C'est la fin de ce grand JT de la rentrée. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Mickaël. Merci, Virginie. À demain, évidemment. Canal 247 pour nous retrouver sur les Freebox, ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Merci à toute l'équipe. À la réalisation aujourd'hui, c'était Raphaël Morel, Mathieu Sullivan au son, Thaïs Ayad au make-up. Merci à l'équipe de Choc de la Rédac, Emma Guessel et Agathe Delannoy. Et à demain.